Nous sommes une grande puissance agricole. Nous sommes aujourd'hui à un carrefour. Est-ce qu'on doit continuer à produire fortement vers l'exportation? Est-ce qu'on doit réorienter nos efforts vers le marché intérieur? Le débat est ouvert et va permettre 2 avis tranchés. Pour défendre le nom Hermine Chombardelot, qui est déléguée générale du Conseil national pour la résilience alimentaire, une association qui réunit des acteurs de l'alimentation afin de renforcer la sécurité et la durabilité de notre système alimentaire. Et pour défendre le oui, à mes côtés, Christian Spiegler, qui est président et directeur général du syndicat national des fabricants de sucre de France. C'est assez simple, donc voilà. C'est un spécialiste d'ailleurs des questions européennes. Ensuite, nous aurons 2 réactions dans la salle tout devant, avec Romain Rofi, qui est agriculteur dans le Loiret, et Ariane Ekra, qui est étudiante en droit, qui vient de finir ses études de droit, qui va commencer son stage. Et ensuite, la parole circulera pendant 25 minutes. Donc vous allez voir, je vais lancer un chronomètre pour donner la parole à Hermine, qui va défendre sa position, qui est le non. Hermine, tu peux commencer. Et ça commence à tourner. Voilà. J'ai même pas la pression. Ok, donc je me positionne sur le non. La France ne doit pas continuer à nourrir le monde. La France a longtemps été championne des exportations agricoles. Elle ne l'est plus. Sa balance commerciale agroalimentaire, historiquement excédentaire, est annoncée déficitaire en 2025 pour la première fois depuis 50 ans, quand même. Est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle? C'est pas sûr. Ce que ça nous dit surtout, c'est que le modèle exportateur touche un peu à ses limites et qu'on doit changer notre regard sur ce qui fait la robustesse d'un système agricole. Pendant longtemps, on a cherché à gagner en compétitivité avec un modèle qui pousse à la spécialisation, au gigantisme et à la baisse des prix. Mais ce modèle ultra performant s'avère aussi ultra fragile. Nous subissons de plus en plus des crises dues au changement climatique, à l'instabilité géopolitique, la pandémie, l'inflation, la précarisation des agriculteurs. Et dans ce contexte, le vrai sujet n'est plus seulement la compétitivité, c'est la souveraineté. Je vais pas refaire le topo de tout ce qu'on se dit depuis hier soir. Donc, 3 arguments. Le premier, la priorité doit être le citoyen français. L'export, ce n'est pas de la solidarité, c'est du commerce. Mais attention, on a besoin de commerce pour nourrir la solidarité. Cela dit, ça ne peut pas être notre seule boussole. 70% des Français estiment que l'agriculture doit d'abord nourrir les Français. Mais comment peut-on penser que la France nourrit le monde alors qu'on importe 75% de nos pâtes, la moitié de nos fruits et légumes et 3 poissons sur 4? Quand une crise éclate, chacun va se recentrer sur ses besoins. Souvenez-vous de l'Inde en mai 2022, qui, suite à une grosse vague de chaleur, a fermé ses frontières aux exportations de blé. Il y a eu une panique sur les marchés, les cours du blé ont frôlé les $500 la tonne et ont mis en péril la sécurité alimentaire de nombreux pays importateurs. Donc, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et notre responsabilité, c'est d'abord de garantir une alimentation saine et accessible ici, en France. Mon deuxième argument, c'est un peu le mythe de la compétitivité par l'export. Pour être compétitif, il faut exporter. Pour exporter, il faut produire plus. Ce raisonnement paraît évidemment logique, mais il nous enferme un peu dans une impasse. Parce que produire en masse pour l'export, c'est entrer dans une course mondiale quand même au bas prix, subir une pression constante sur les coûts, avec des effets un peu destructeurs. Je peux parler d'épuisement des sols, de perte de biodiversité. Encore une fois, j'ai que 5 minutes, hein. Attention, soyez sympas. Et concrètement, ce modèle nous rend dépendants des marchés mondiaux au lieu d'être souverains. Il va fragiliser aussi nos agriculteurs qui doivent produire plus pour survivre et pourtant leur marge ne cesse de se réduire et leur avenir est incertain, dû à notamment ces crises à répétition. Donc on doit inverser la logique, moins de volume, mais plus de marge. Alors c'est facile à dire. Une agriculture qui s'adresse d'abord à ses habitants, qui va créer de la valeur localement et qui redonne de la fierté à ceux qui nous nourrissent. La souveraineté alimentaire reconnue par l'ONU, c'est le droit pour chaque peuple de définir son propre modèle agricole, pas de dépendre des excédents d'un autre pays.
Parce que mon troisième argument, c'est que produire pour le monde peut déstabiliser les agricultures locales. Ce qu'on exporte a bien sûr des conséquences ailleurs, et parfois elles sont lourdes. Nos exportations bon marché de blé ou de lait, par exemple, peuvent empêcher les agricultures locales de se structurer. En outre, certaines importations vont participer à des modèles sociaux et environnementaux problématiques qu'on ne veut pas soutenir. Je pense notamment au salaire agricole à moins d'1 € de l'heure au Maroc. Je pense aux fameuses serres de plastique en Andalousie qui sont tellement immenses qu'on les voit de la Lune. L'accord avec le Mercosur est également un bon exemple de déséquilibre, enfin une autre forme d'équilibre. On va échanger, si je caricature, des voitures allemandes contre de la viande brésilienne qui est produite dans des conditions et des normes sociales et environnementales qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc la résilience ne se construit pas sur la dépendance. Elle vise un équilibre, surtout pour aller trouver ce qu'on ne peut produire. Des échanges justes, entre des systèmes agricoles diversifiés plutôt qu'une logique de flux standardisé et mondialisé. En conclusion, je dirais que la France, oui, est une vraie puissance agricole et alimentaire, première surface agricole d'Europe, des rendements élevés, des filières organisées, mais cette puissance, j'arrive, est devenue fragile parce que nous dépendons trop des marchés mondiaux, nous subissons les effets du changement climatique sur nos cultures. Ah non, quand même, je peux terminer ma conclusion. Et de nombreux agriculteurs ne réussissent plus à bien vivre de leur métier. Nous avons perdu une partie de notre autonomie alimentaire. Donc la France n'a pas besoin de nourrir le monde. Par contre, elle a besoin de diminuer ses dépendances. Commençons par relocaliser ce que nous savons produire et que nous avons abandonné. Et ça passe par une forme de modestie stratégique. Reconnaître que notre force réside dans un modèle équilibré, ancré, capable d'échange plus que de dépendance. Merci Hermine. Merci Hermine pour ces éléments sur le nom qui nous font réfléchir. Et maintenant, je passe la parole à Christian, qui prend le parti du oui. Alors, faut-il exporter pour nourrir le monde ? J'ai peut-être envie de vous dire qu'il faut d'abord pouvoir produire. Et cette affirmation, comme vous le savez peut-être, ne va pas... en tout cas, elle n'a rien d'évident par les temps qui courent, puisque le regard que jette la société dite civile et puis une bonne partie aussi de notre appareil d'État sur l'activité de production, que ce soit la production agricole, alimentaire ou autre d'ailleurs, c'est un regard de suspicion, voire parfois de réprobation. La preuve, c'est que le progrès serait, selon certains, de produire moins, voire d'arrêter de produire complètement. Je fais ce petit préalable parce qu'il est quand même assez important à l'heure où on est en train de parler de souveraineté alimentaire, et j'ai envie quand même de commencer mon intervention sur oui, évidemment il faut répondre oui à la question faut-il produire, et je vais répondre oui également à la question faut-il exporter. Alors un premier constat qui est assez facile à faire, c'est que l'autarcie agricole ou alimentaire n'est pas la règle dans l'écrasante majorité des pays. Elle est rare, elle est même difficile à tenir. Et vous aurez remarqué que toutes les productions agricoles ou alimentaires font l'objet d'échanges commerciaux. Ça, c'est la normalité. Donc, je vais essayer de vous donner 5 arguments, 4 arguments sur lesquels je vais passer assez rapidement, puisque ce sont des arguments assez factuels, assez objectifs. Et puis un 5e qui ouvrira peut-être la discussion avec la salle ou en réaction avec nos témoins. Le premier argument, c'est la variabilité et l'imprévisibilité de la production agricole. C'est plus vrai de la production agricole que de la production alimentaire, mais il y a effectivement cette variable qui est que quand vous produisez trop ou au contraire pas assez, eh bien vous avez besoin des échanges pour réguler, tout simplement. Donc les échanges internationaux de produits agricoles ou alimentaires sont en fait à minima un outil de régulation technique pour le marché. Parce que si vous ne prévoyez pas cette régulation, les marchés s'étouffent et la production s'étouffe également. Deuxième argument plutôt plus prosaïquement, c'est le fait que l'exportation répond tout simplement à des besoins de marché.
et il y a une opportunité d'affaires. Alors, répondre aux besoins de marché, c'est évidemment l'ADN des producteurs, c'est le business des entreprises. Si les entreprises ne produisent pas pour servir un marché, évidemment, elles n'ont plus aucune légitimité. Et puis, c'est servir aussi un marché mondial, notamment, en hausse, et les chiffres sont assez parlants, puisque ce que j'ai pu récolter, c'est qu'il y a une demande en hausse de 10% à l'horizon 2033, et entre 40 et 60% à l'horizon 2050. Donc il faudra quand même bien faire quelque chose. Et ça correspond à une démographie qui est en croissance, un pouvoir d'achat qui est en croissance également, une dynamique commerciale mondiale qui reste positive, plus 6% en valeur sur les 10 prochaines années. Et puis il y a tout simplement des marchés qui restent déficitaires, ou qui sont tout simplement séduits par l'offre agricole et alimentaire, notamment française et européenne. Troisième argument, c'est une nécessité qui est que lorsque vous êtes sur un marché et que vous frottez à des concurrents, vous êtes forcément soumis à un impératif de compétitivité. Pour être compétitif, tu l'as rappelé, il faut baisser les coûts, effectivement. Et pour baisser les coûts, vous devez produire beaucoup, simplement pour aller chercher des économies d'échelle indispensables. Et donc, lorsque vous produisez beaucoup, vous produisez pour votre marché domestique, mais également forcément en résidu, en marginal pour l'exportation. Donc, l'exportation est un facteur qui porte la compétitivité, puisqu'elle permet cette massification, avec une retombée favorable sur votre marché intérieur, parce que vous êtes compétitif à la fois à l'exportation et sur votre propre marché, en résistant justement à la concurrence des pays tiers. Et je vais reprendre exactement ce que tu as dit. Pour exporter, il faut être compétitif. Et pour être compétitif, il faut pouvoir exporter. Quatrième argument, il est assez simple, je vais passer assez rapidement là-dessus, c'est simplement que l'exportation a un effet positif, et donc il est contributeur positivement sur les comptes de la nation, dans la formation du produit intérieur brut, sur la croissance du PIB, l'amélioration de la balance courante, de la balance des paiements, etc. Et je suis déjà à 0. Et l'argument sur lequel je vais conclure, c'est incroyable, ça va très vite. C'est l'argument qui est plus géopolitique, c'est celui de la souveraineté, effectivement. Quelle place voulons-nous occuper avec nos produits sur le marché mondial, avec une mise en garde, c'est que si nous perdons cette place sur le marché mondial, nous risquons également de la perdre sur nos propres territoires. Voilà. Et donc, j'embraye simplement sur le fait que la souveraineté alimentaire, vous le savez, la ministre de l'Agriculture va lancer le 8 décembre prochain les grandes conférences sur la souveraineté alimentaire, et on est en plein dans le sujet. Et je n'ai dit que la moitié de ce que j'avais à dire. Merci Christian. On peut applaudir. Alors, en réaction, nous allons avoir d'abord quelqu'un qui va nous parler de son vécu, puisque c'est Romain Profit, il est agriculteur dans ce département, dans le Loiret. Et il va nous partager peut-être ce que lui en pense et comment il réagit aux propos qui ont été tenus par l'une et l'autre des intervenants. Merci, donc bonjour à tous. Moi, en tant qu'agriculteur dans le Loiret et agriculteur de France, je pense qu'on a la chance d'avoir un beau pays avec beaucoup de diversité agricole. On bénéficie d'un climat qui est unique au monde, un climat océanique qui est bien irrigué. Et nos prédécesseurs ont eu l'intelligence, le courage de mettre en place des filières agricoles structurées qui permettent de produire des produits de qualité. On est dans un environnement qui est très réglementé en France. On a des chercheurs qui encadrent les produits qu'on met dans nos champs. On a des organismes coopératifs, négociants, qui collectent nos produits. Donc on a des structures, on a des silos, on a une logistique derrière qui permet que quand on produit 1 kilo dans un champ, ce kilo, il arrive au bout de la chaîne alimentaire. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Il y a à peu près 1 kilo sur 2 dans le monde qui est jeté ou qui n'arrive pas, qui est perdu au champ quand vous allez dans d'autres continents qui sont... où il y a des ravageurs, où il y a des problèmes de maladies sur les céréales, par exemple. Il y a 1 kilo sur 2 qui n'arrive pas jusqu'au consommateur. Et donc, nous, on a cette chance, en France, d'avoir l'ensemble de l'écosystème
qui permet à la fois, dans un bon équilibre, de nourrir notre population et également d'exporter vers des pays qui ont des besoins alimentaires. Et on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit hier, en 2050, il y aura 9,5 milliards de personnes sur cette planète. Aujourd'hui, il y a 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Alors oui, moi je pense que nous avons cette chance d'avoir un écosystème qui permet de produire bien et bon, et qu'on se doit de pouvoir l'offrir. Alors après, les conditions de la façon dont on l'offre au reste du monde, il y a le commerce. Il faut que ce soit un commerce équitable. Il ne faut pas qu'on appauvrisse les pays qui reçoivent, qui importent nos produits. Il faut qu'on les aide aussi à développer leur agriculture. Mais en fait, la croissance démographique va être telle dans les 20 ans qui viennent que de toute façon, tous les efforts qu'ils vont pouvoir mettre en place de développement agricole ne suffiront pas à accompagner leur croissance démographique. Donc moi, je suis convaincu qu'on doit continuer, on doit le faire de la bonne manière. On a quand même un pays qui a une intelligence aussi, je dirais, collective. Et on est très encadré en tant qu'agriculteur. Alors, on a tendance à se plaindre qu'on a trop de normes, qu'on est pieds et mains liés. Mais il y a aussi des voies de progrès. Je lisais il y a quelques jours le rapport sur l'agriculture de conservation des sols. Il y a eu un rapport européen qui est sorti. Moi, c'est ce que j'essaie de faire sur ma ferme. Alors, malheureusement, avec des années très pluvieuses, il a fallu que je ressorte la charrue l'année dernière pour arriver à implanter des céréales. Mais globalement, on a des voies de progrès et je pense que notre agriculture, en s'exportant, elle peut aussi exporter un nouveau modèle. C'est-à-dire qu'on est face à des empires aussi agricoles tels que l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Souvenez-vous, dans les années 80, la France, l'Europe a dit non aux OGM. Aujourd'hui, on importe des bateaux entiers de soja et de maïs OGM traités avec des litres de glyphosate qui sont 3 à 4 fois ceux qu'on met en Europe. Personne ne dit rien, tout le monde trouve ça normal. Et je pense qu'on doit continuer à défendre notre modèle, le revoir, ça c'est clair, et justement en l'exportant, montrer que c'est possible. Voilà, c'est un ensemble de mesures qu'on peut mettre en place. Et ça a été dit tout à l'heure, je pense qu'il y a une notion d'équilibre dans tout ça. Sachons garder de quoi nourrir notre population et ne produisons pas à outrance pour exporter. Exportons pour garder une résilience économique, tout ça dans un juste équilibre. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'était un point de vue très intéressant et qui prouve que dans l'agriculture, on sait agir local et penser global. Bravo, c'était très intéressant. Le point de vue de la consommatrice, Ariane, qu'est-ce qu'elle pense ? Merci pour toutes vos interventions qui ont été très enrichissantes déjà dans un premier lieu. Je ne sais pas si je parle bien. Voilà. Là-dessus, sur la question en fait de faut-il que la France continue à nourrir le monde, je pense qu'on peut adopter en fait 2 points de vue différents. Le premier, il serait pour moi économique, et en fait, il s'agit de s'interroger finalement sur quel modèle en fait on veut tendre, enfin vers quel modèle on veut tendre pour nos exportations. Et là-dessus, ça a été dit en fait, peut-être que le modèle actuel dans lequel on s'inscrit atteint des limites. Peut-être qu'on n'exporte pas, ou en tout cas plus de la bonne façon. Et peut-être qu'on peut effectivement réfléchir à aller vers de nouveaux modèles. Hier, on parlait en fait, du fait que la France exporte majoritairement des matières premières, donc des produits qui ne sont pas transformés, en fait, ou des produits en tout cas où on n'apporte pas de valeur ajoutée. Et on apportait en fait ce modèle-là, en tout cas on le comparait avec celui de l'Italie. Et moi je pourrais peut-être ajouter aussi le modèle du Japon ou de la Corée du Sud qui font en fait qui exportent en tout cas des produits dans lesquels on voit aussi une identité culinaire assez importante, contrairement à malheureusement ce qu'on peut voir en France, peut-être en dehors des industries du vin ou du fromage. Oui, c'est ce que je dis, donc le vin ou le fromage où ça se fait. Mais c'est juste une idée en fait de savoir si c'est quelque chose qui peut être retransmis, ou en tout cas poussé un peu plus au niveau de notre industrie à nous en France. C'est juste une question que je soulève sans forcément avoir de réponse, mais est-ce que c'est plus avantageux pour nous ? Est-ce que ça l'est pas ? Est-ce que c'est possible en France de se lancer sur ces modèles-là ou pas ?
Et ensuite, je trouve qu'il y a un autre point de vue par rapport à cette question-là de est-ce qu'on doit continuer à nourrir le monde, c'est le point de vue éthique et tout ce qui s'ensuit autour de la solidarité en fait alimentaire internationale, si on pourrait dire. Vous parliez de répondre à des besoins alimentaires et là-dessus, je suis totalement d'accord. Je pense que avec la richesse dont on a en fait ici en France, on peut continuer et avoir cet objectif-là de répondre aux besoins à l'échelle mondiale et c'est important qu'on le fasse, je pense, pour une nation comme la nôtre. Mais je pense aussi qu'il faut faire attention justement à cette notion d'équilibre dont on parlait tous et s'assurer dans un premier temps que tous les citoyens français puissent manger à leur faim et puissent accéder à la nourriture à la même échelle que n'importe quel citoyen. Et là-dessus, j'aimerais parler quand même de la situation qui, moi, m'interroge au niveau de nos territoires d'outre-mer parce que on a des territoires où pour manger, c'est pas facile. Pour manger, c'est cher. Et pour manger, on ne peut pas produire en quantité suffisante. Donc en fait, il y a une énorme dépendance, je trouve, des départements d'outre-mer à notre métropole, en fait, pour pouvoir se nourrir correctement. Et en fait, je trouve que la priorité, ou en tout cas l'accent n'est pas encore assez mis sur ces territoires-là, qui font pourtant partie de la France. Donc l'exportation, oui. Continuer à nourrir tout le monde, oui. Mais sans oublier nos propres concitoyens, je trouve que c'est important. Est-ce qu'on va considérer ces départements d'outre-mer comme des pays tiers qu'on va passer dans un second plan ou pour lesquels on va adopter la même politique en fait, alimentaire qu'ailleurs? Ou est-ce qu'on va vraiment mettre une priorité sur des concitoyens français qui méritent de pouvoir se nourrir à des justes prix? Alors évidemment, c'est pas les mêmes conditions de production. Quand on produit sur une île, forcément, tous les coûts sont plus chers. Et ça, c'est évident. Mais est-ce qu'il y a des solutions concrètes pour cette situation-là, par exemple, avant de penser à nourrir outre-territoire, à l'étranger voilà. Donc, moi, mon avis là-dessus, c'est que oui, effectivement, c'est important pour la France d'exporter, de pouvoir assurer ce système-là avec nos ressources, mais de le faire correctement et de ne pas le faire au détriment ou en oubliant nos propres territoires qui, pour la plupart, n'ont pas un accès égal au nôtre à la nourriture. Voilà. Super, merci de ce point de vue qui était très intéressant. Effectivement, comme on l'a dit, charité bien ordonnée commence par soi-même, donc il faut aussi qu'on s'occupe de nos problématiques alimentaires en France et de l'accès effectivement à tous à une nourriture de qualité et quantitative. Donc